Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce mercredi 17 juin 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Conflit au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a confirmé ce mercredi que le mémorandum d'entente avec l'Iran n'était pas définitif. Les détails dans ce journal. Agression contre le Liban. Plus de 240 enfants sont tombés en martyrs depuis l'escalade de l'agression sioniste au début du mois de mars. Et les agressions se poursuivent malgré le cessez-le-feu. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 73 016 martyrs et 173 265 blessés. Ghana, sommet international, les réparations liées à l'esclavage et au colonialisme au centre des discussions. Et représentant le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, le président du Conseil de la Nation Azouz Nasri prend part à Accra à la conférence consultative de haut niveau sur la traite transatlantique des esclaves. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. Le président américain Donald Trump a confirmé ce mercredi que le mémorandum d'entente avec l'Iran n'était pas définitif, indiquant qu'il pourrait reprendre les bombardements s'il n'était pas satisfait des résultats. Ce n'est qu'un mémorandum d'entente. Si cela ne nous convient pas, nous reprendrons les hostilités et recommencerons à balancer des bombes sur leur tête. Si cela ne nous convient pas, s'ils ne se ressaisissent pas et améliorent leur comportement, nous reviendrons vers le largage des bombes au milieu même de leur tête. Parfait ? Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a salué l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre, soulignant que la réouverture du détroit d'Ormuz serait un énorme pas en avant. Le rétablissement de la libre circulation dans les détroits d'Ormuz constituera un énorme pas en avant. Je sais que de nombreux alliés dans le cadre de l'initiative menée par la France et le Royaume-Uni sont prêts à apporter leurs solutions. Et le pape Léon XIV a salué la conclusion d'un accord entre l'Iran et les États-Unis comme le résultat encourageant d'un patient travail de dialogue et de négociation. Je me réjouis de la conclusion d'un accord entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique, qui sera signé ce vendredi, résultat encourageant d'un patient travail de dialogue et de négociation. J'exprime ma gratitude aux pays qui ont œuvré pour rapprocher les parties et rendre possible cet accord. J'espère que cet accord pourra contribuer à renforcer la confiance mutuelle, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, en favorisant des voies de dialogue et de coopération entre les peuples. Dans l'actualité aussi, le sommet de l'Union européenne à Bruxelles qui se tient les 18 et 19 juin 2026 est une étape historique pour la candidature de l'Ukraine. Après l'ouverture officielle des négociations d'adhésion le 15 juin, les dirigeants des 27 doivent entériner le lancement des premiers chapitres de négociations. Le président Volodymyr Zelensky participera aux discussions, l'Ukraine et la Moldavie ayant récemment ouvert leur premier chapitre de négociations vu de leur adhésion à l'Union européenne. La Pologne et l'Allemagne ont officiellement signé un accord de défense bilatéral marquant une nouvelle étape dans leur coopération militaire signée à Varsovie par le ministre polonais de la Défense et son homologue allemand. Ce pacte intervient à l'occasion du 35e anniversaire du traité de bon voisinage de 1991. L'Allemagne a modifié sa constitution pour augmenter ses dépenses de défense. La Pologne y consacre déjà 5% de son budget. Nous développons le potentiel de nos capacités, de nos entreprises et nous souhaitons une coopération économique. La Pologne est le premier exportateur vers l'Allemagne. Parmi les pays qui reçoivent la majeure partie de nos produits, 30% de nos exportations sont destinées à la République fédérale allemande. Ce sont nos relations économiques les plus solides et nous voulons renforcer notre contribution à la sécurité et au développement économique de l'Europe.
Nous savons tous deux qu'une dissuasion sûre et efficace sur le flanc est inconcevable sans une coopération germano-polonaise et polono-allemande étroite. C'est pourquoi nous assumons cette responsabilité et prenons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Aujourd'hui marque une étape cruciale avec la signature d'un accord de défense sans précédent. Nous nous sommes engagés conjointement à étendre le réseau de gazoducs de l'OTAN aux pays baltes lorsqu'il s'agit de capacités de défense et de protection du flanc oriental. C'est un élément essentiel. Grâce à lui, nous voulons garantir un approvisionnement carburant sûr là où il est absolument nécessaire en cas d'attaque. Et après l'accord prévu entre l'Iran et les États-Unis, le président américain Donald Trump s'est laissé convaincre par les Européens sur le dossier ukrainien lors du sommet du G7. Les États membres du groupe sont convenus d'accroître la pression sur la Russie. Les détails avec Safouin Ben Sabri. Convergence des positions, pression accrue. Le sommet du G7 a consacré un volet important au dossier ukrainien. Les Européens souhaitent resserrer les rangs face à la Russie et comptent sur l'aide américaine. Réunis à Evian en présence du président ukrainien, les dirigeants du G7 ont affiché une volonté commune d'intensifier la pression sur Moscou dans son conflit avec l'Ukraine, Donald Trump promettant lui-même de faire tout son possible pour y parvenir. Enfin, nous nous sommes engagés à accroître les pressions, y compris par un renforcement de nos sanctions, et cette remobilisation du G7 pour accroître la pression sur la Russie est extrêmement importante. Ça, c'est pour l'Ukraine. C'est la première fois que nous avons une telle convergence en G7 et c'est la première fois que nous portons des conclusions aussi claires. Mais l'annonce la plus attendue est venue du président américain qui a dit vouloir rétablir certaines sanctions pesant sur le pétrole russe, suspendues temporairement pour contrer la flambée des cours de brut occasionnée par le conflit contre l'Iran. Donald Trump, qui était absorbé par le Moyen-Orient ces dernières semaines, a aussi promis de tout faire pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Un changement de ton accueilli avec soulagement par ses pairs européens, alors que le président américain s'est souvent montré plus ouvert au dialogue avec Vladimir Poutine aux dépens de Volodymyr Zelensky, avec qui il avait eu une joute verbale lors de son passage à la Maison-Blanche en février 2025. Et les Pays-Bas se sont engagés à verser 580 millions de dollars à l'Ukraine pour l'achat d'équipements de défense aérienne et de drones. And that is why I can announce today. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que les Pays-Bas fourniront 250 millions d'euros pour l'acquisition de drones auprès de l'industrie de défense néerlandaise pour l'Ukraine. Alors que l'Ukraine continue de résister avec succès à l'agression russe, Poutine recourt de plus en plus à des attaques aériennes brutales contre les villes ukrainiennes. Ces attaques continuent de faire des ravages parmi les civils innocents. C'est pourquoi la défense aérienne est plus importante que jamais. Les Pays-Bas vont donc verser une contribution supplémentaire de 250 millions d'euros à l'initiative de la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine, qui comprend des systèmes de défense aérienne américains de pointe. Cela porte notre contribution totale à 1 milliard d'euros. 1 billion. Et le président russe Vladimir Poutine a rencontré mercredi 17 juin le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, pour des entretiens lors du forum Russie-ASEAN dans la ville de Kazan. Cet événement de 3 jours est la réunion de plus haut niveau des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'association. Il vise à renforcer la coopération politique, économique et sociale. En Asie, toujours, la Chine a appelé mercredi 17 juin à une plus grande représentation des pays en développement dans les institutions mondiales et a appelé à des solutions politiques au conflit en Ukraine et à Gaza. Face aux nouveaux défis mondiaux, la priorité absolue est désormais de respecter les obligations inscrites dans la Charte des Nations Unies, de défendre l'égalité souveraine, de faire respecter le droit international et de s'opposer à l'hégémonie et à l'intimidation des puissances. Nous devons soutenir activement l'ONU afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle central et par son intermédiaire construire un consensus mondial, coordonner les actions internationales et relever les défis planétaires pour
pour combler progressivement les lacunes de la gouvernance mondiale. Parallèlement, il nous faut rester à l'écoute des évolutions actuelles et accélérer la réforme de l'ONU, répondre activement aux demandes des pays en développement, renforcer la représentation et la voix des pays du Sud, dynamiser l'ONU et la rendre plus efficace. Et au Liban, plus de 240 enfants sont tombés en martyrs et près de 1000 autres ont été blessés depuis l'escalade de l'agression sioniste au début du mois de mars 2026, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF a indiqué également que 770 000 enfants souffrent d'une profonde détresse en raison de leur exposition répétée à la violence et au déplacement. Et l'espoir d'un cessez-le-feu se heurte encore à la réalité du terrain. Dans le sud du Liban, les frappes se poursuivent malgré l'entrée en vigueur annoncée d'un accord. Naïla Hamouda. À 2 jours de l'entrée en vigueur annoncée d'un accord censé mettre fin au bombardement sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban, les frappes sionistes se poursuivent dans le sud du pays. La région de Nabatieh a notamment été visée par plusieurs raids ces dernières heures, alors même que les espoirs d'un retour au calme grandissent parmi une population épuisée par des mois de guerre. Selon les autorités locales et les médias libanais, les bombardements ont diminué depuis le début de la semaine, mais ils n'ont jamais totalement cessé. Hier encore, 7 personnes ont été tuées dans le sud du Liban. Nous espérons que le nombre de cas à venir sera nul. C'est ce que nous souhaitons. Nous constatons déjà une réduction considérable, passant de 705 à 174. C'est donc une réduction importante. Nous voulons que cette tendance à la baisse se poursuive. Sur le terrain, il est difficile de vérifier pleinement la véracité des informations. La situation reste volatile. Malgré une baisse relative de l'intensité des frappes, les populations déplacées restent dans l'incertitude. L'espoir d'un retour durable à la normale dépend désormais de la mise en œuvre réelle de l'accord annoncé. Ces 2 derniers jours, les habitants ont commencé à rentrer chez eux pour vérifier que leur maison était intacte, que leurs moyens de subsistance étaient préservés et pour voir leur commerce. Mais aujourd'hui, suite au bombardement de la nuit dernière, la ville de Nabatieh s'est de nouveau vidée de ses habitants. Nous espérons qu'un environnement sûr pourra être instauré afin que la population puisse revenir, car les produits de première nécessité font toujours défaut. L'ennemi israélien ne connaît ni les résolutions internationales ni quoi que ce soit d'autre. Il ne cesse de violer les accords, il essaie de saboter l'accord. Vous savez, il frappe Kfar Tebnit et Nabatieh. Face à cette situation, l'armée libanaise appelle les déplacés à ne pas regagner leur village tant que l'accord n'est pas officiellement entré en vigueur et que les garanties de sécurité ne sont pas réunies. Dans ce contexte, les déclarations diplomatiques se multiplient. L'Iran maintient la pression et accuse l'entité sioniste d'avoir violé à 84 reprises la trêve. Au-delà des annonces de cessez-le-feu, le sud du Liban reste enfermé dans une logique de violence récurrente où chaque accalmie annoncée semble immédiatement fragilisée par la réalité du terrain. Les populations, elles, vivent dans un entre-deux permanent, celui des promesses de paix et de la persistance des frappes. La poursuite des opérations militaires, malgré les annonces d'accords, alimente une profonde crise de confiance. Les mécanismes de désescalade, lorsqu'il existe, apparaissent insuffisants face à la dynamique militaire sioniste qui continue de s'imposer sur le terrain. Dans cette lecture, la trêve ne constitue pas une rupture nette avec la guerre, mais plutôt une pause instable dans un conflit qui se configure sans jamais se résoudre. L'écart entre le langage de la désescalade et la persistance des violences nourrit un sentiment d'incohérence, voire d'impasse politique. Chaque nouvelle frappe sioniste, même isolée, vient fragiliser l'idée même d'un accord crédible et durable au Liban. Toujours au Liban, le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam préparent une série de pourparlers cruciaux. Ils exigent un cessez-le-feu permanent et le retrait des forces d'occupation sionistes du sud du pays.
En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 016 martyrs et 173 265 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023. Selon un nouveau bilan communiqué ce mercredi par les autorités sanitaires palestiniennes, il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 1005 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3155 autres ont été blessés, tandis que les corps de 784 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et 4 citoyens palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée, dont un ancien prisonnier, indiqué ce mercredi le bureau d'information des prisonniers. Les arrestations ont eu lieu notamment dans les gouvernorats de Qalqalia, Jenin et Ramallah, a précisé le bureau dans un communiqué. Il est à noter que le nombre total de détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation sioniste dépasse 9 500, dont 90 femmes et plus de 360 enfants, rappelle le communiqué. Et les Nations Unies ont lancé un appel urgent à un renforcement des financements pour soutenir les opérations humanitaires dans la bande de Gaza ravagée par plus de 2 ans d'agression sioniste génocidaire, soulignant que l'insuffisance des ressources et les contraintes opérationnelles entravent l'acheminement de l'aide et la réponse aux besoins croissants des populations affectées. Et le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population palestine a mis en garde mercredi contre la détérioration continue de la situation des femmes et des filles dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée en raison des agressions et des violences menées par les forces de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. Et des témoins dans le sud de Gaza ont déclaré que les forces d'occupation sionistes en ces derniers jours étendu la zone jaune, les zones qu'elles contrôlent dans l'est de Khan Younes et le nord de Rafah, où de nouveaux panneaux et des blocs de béton ont été installés. Regardez. Je vous jure, on ne sait pas où aller. On sort nos meubles, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où aller, on n'a nulle part où aller. On tenait le coup pendant les grèves, on s'en sortait, mais maintenant, on n'en peut plus, on n'y arrive plus. On a des jeunes, des enfants et des personnes amputées. Où est-ce qu'on va les amener la nuit? On voulait partir tôt aujourd'hui, mais on ne sait pas où aller. Je vous jure, je parle et je ne sais pas où on va aller. Que dire, c'est la vie. Dieu soit loué, nous acceptons sa volonté. Voici la ligne jaune. Depuis qu'elle est arrivée ici, nous voulions fuir. Au début, elle était au cimetière Al-Batch, dans le quartier d'At-Toufah. Nous nous disions, Dieu merci, c'est loin. Mais ce soir, ils l'ont déplacé ici. Ce soir, nous avons vu la mort de nos propres yeux. Nous pensions que nous ne reverrions jamais la lumière du jour. Ce fut une nuit d'horreur, nous avons eu peur. Ils ont allumé des projecteurs et les Juifs étaient là. Oui, je les ai vus et j'ai caché mon père chez moi. J'ai laissé dormir chez moi pour qu'il ne lui arrive rien. Les coups de feu continuaient, l'un après l'autre. C'était terrifiant, ce n'était pas une nuit comme les autres. Nous voulons partir, mais nous ne trouvons nulle part où aller. Devrions-nous aller nous poster dans la rue? J'en ai marre d'être déplacée, vraiment j'en ai marre. Est-ce de notre faute si cela arrive? Dois-je prendre mes affaires, me retrouver seule et aller dormir dans la rue? J'ai déjà dormi dans la rue de nombreuses fois et j'ai été déplacée de nombreuses fois. J'en ai assez. Je n'en peux plus. Ça suffit. J'en ai marre. Dans l'actualité africaine de ce journal, le Ghana a accueilli ce mercredi un sommet international consacré aux réparations liées à l'esclavage et au colonialisme, réunissant pendant 3 jours des experts, des ministres et des chefs d'État afin d'examiner les prochaines étapes d'une cause qui gagne en visibilité sur la scène internationale. Iman Marat. À Accra, l'Afrique se donne rendez-vous avec son histoire. Dirigeants, diplomates, universitaires et représentants d'institutions internationales vont participer à la conférence consultative de haut niveau sur la traite transatlantique des esclaves. Une tragédie qui a marqué durablement le continent africain et façonné l'histoire du monde.
Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation Azzouz Nasri prendra part à ces travaux organisés le 18 et 19 juin courant dans la capitale ghanéenne. La participation algérienne à cette rencontre n'est pas anodine, elle s'inscrit dans la continuité d'une diplomatie fidèle à ses principes, fondée sur la défense des peuples, le respect de la dignité humaine et la préservation de la mémoire historique. La conférence d'Accra entend justement raviver la mémoire de l'un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité. Pendant plus de 4 siècles, des millions d'Africains furent arrachés à leur terre natale, déportés à travers l'Atlantique et réduits en esclavage. Aujourd'hui encore, les séquelles de cette tragédie continuent d'alimenter les débats sur les réparations, la reconnaissance des injustices passées et la nécessité de transmettre cette mémoire aux générations futures. Au-delà du devoir de mémoire, Accra ambitionne de faire émerger une vision commune pour l'avenir, celle d'une Afrique consciente de son histoire, forte de son identité et déterminée à faire entendre sa voix sur la scène internationale en obtenant une condamnation ferme du colonialisme occidental. Une démarche que l'Algérie accompagne depuis des décennies en plaçant la mémoire, la liberté et la dignité des peuples au cœur de son action. Justement, représentant le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation Azzouz Nasri prend part à partir de jeudi à Accra aux travaux de la conférence consultative de haut niveau sur la traite transatlantique des esclaves selon un communiqué de la Chambre haute du Parlement. Un mot sur la santé à présent. Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo est monté à 837 dont 196 décès, alors que les autorités sanitaires et les partenaires internationaux investissent que l'épidémie continue de se détériorer. Toujours dans le même contexte, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné la nécessité de renforcer les plans de riposte nationaux et régionaux face à l'épidémie d'Ebola, ainsi que d'améliorer la coordination transfrontalière et les dispositifs de préparation, de surveillance et de confinement. Cette déclaration est intervenue lors d'une réunion de haut niveau de l'Union africaine consacrée à l'épidémie d'Ebola, tenue par visioconférence mardi sous la présidence du chef de l'État burundis et président en exercice de l'Union, Évariste Ndayishimiye, avec la participation de dirigeants africains, de partenaires internationaux, d'agences des Nations Unies et d'organisations régionales. Sport, avant de clôturer ce journal, l'équipe algérienne de football a entamé sa campagne en Coupe du Monde 2026 par une défaite face à l'Argentine, 3-0 dans la nuit de mardi à Kansas City à l'occasion de la première journée du groupe G de la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique qui se déroule du 11 juin au 19 juillet 2026. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.